On va parler de la place du livre audio en bibliothèque. Donc, cet après-midi est consacré aux usages et aux pratiques, et donc à la valorisation des fonds, puisque je pense que c'est un petit peu le thème central qui nous occupe aujourd'hui. C'est comment valoriser le livre audio. Donc, Sébastien Lagarde, directeur de la médiathèque de Champs-sur-Marne et membre du bureau national de notre partenaire, l'Association des bibliothécaires de France, pour cette journée. Hélène Brochard, du réseau de la Bibliothèque municipale de Lille, qui a pour mission les publics empêchés et qui fait partie de la commission hôpitaux-prisons à l'Association des bibliothécaires de France. Donc là, on va parler aussi des diffusions pour tous les publics. Laurette Usan, responsable de la bibliothèque Valentin A8, donc bibliothèque qui a développé le format DESI, bibliothèque pour les aveugles, et la modération, Émilie Deveau, qui est bibliothécaire, chargée du développement culturel à l'América de Jacques et qui a réalisé, à la fin de son année spéciale à l'IUT des métiers du livre de Bordeaux, un remarquable mémoire sur le livre audio en bibliothèque, avec particulièrement l'exemple de Gradignan. Merci Florence pour cette présentation. Alors en introduction, je ne sais pas s'ils sont prêts. Tant pis, Laurette, si vous avez quelque chose à lancer, on lancera le diaporama après. On va introduire cette table ronde avec Laurette Usan, si elle veut bien présenter la médiathèque Valentin A8 et le livre audio en format DESI pour ceux qui... Bonjour à tous. Alors voilà, donc effectivement, je suis Laurette Usan, je suis responsable de la médiathèque Valentin A8, que peut-être pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà. Ça va ? Vous m'entendez ? Ouais, c'est bon ? Ok. Pour aller très très vite dans la présentation, l'association Valentin A8, c'est un acteur donc associatif, l'acteur majeur en France sur la question du handicap visuel, avec pour mission le fait de favoriser l'inclusion et l'autonomie au quotidien des personnes en situation de handicap visuel, qu'elles soient malvoyantes ou aveugles. Ces missions sont diverses, elles touchent tous les aspects de la vie quotidienne, et notamment la médiathèque Valentin A8 travaille sur la question de l'accès à l'écrit des personnes déficientes visuelles. Mais pas seulement, à vrai dire. La médiathèque Valentin A8 a pour mission de favoriser l'accès à l'écrit de toutes les personnes handicapées dites empêchées de lire, c'est-à-dire les personnes handicapées que leur handicap gêne dans la lecture. Alors, il peut s'agir de personnes déficientes visuelles, il peut s'agir de personnes handicapées moteurs qui ne peuvent pas tenir le livre, tourner les pages, handicapées mentales qui ne peuvent pas déchiffrer ou avec troubles cognitifs tels que la dyslexie. Aujourd'hui, nos usagers, majoritairement, ce sont des personnes déficientes visuelles. Et les personnes déficientes visuelles en France, aujourd'hui, démographiquement, ce sont beaucoup des personnes âgées avec des pathologies évolutives, type des MLA. Et donc, qui pour beaucoup d'entre elles n'ont pas appris à utiliser des outils liés au handicap. Nous leur proposons donc des solutions d'accès à l'écrit, et ces solutions sont non commerciales. Tous nos services sont complètement gratuits pour les personnes qui en bénéficient. Elle se situe dans le cadre juridique qui a été cité ce matin, celui de l'exception au droit d'auteur en faveur des personnes en situation de handicap. Nous leur proposons différents types d'adaptations, alors du livre audio, effectivement, mais aussi du livre braille, braille numérique, etc. Mais bon, on va parler de livre audio, et puis, il faut le dire, le livre audio, ça représente 96% de nos prêts aujourd'hui. Donc c'est très largement majoritaire. Nos livres audio, ils ont un format un tout petit peu particulier, effectivement, le DESI. Là aussi, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez un petit peu ? Ouais. Alors, le DESI, c'est le format qui est utilisé partout dans le monde pour l'accès à l'écrit des personnes en situation de handicap. C'est surtout un format dit structuré. Alors là, je vais parler quelques secondes un peu techniques et je m'en excuse. Quand je parle de format structuré, cela veut dire que l'on peut se déplacer dans le fichier. Cela veut dire qu'il est finalement beaucoup plus proche techniquement
d'un fichier EPUB, c'est-à-dire d'un livre numérique, que d'un livre MP3. Cela veut dire effectivement que quand vous le lisez, l'appareil se souviendra où vous vous êtes arrêté, quel que soit le nombre de livres que vous avez en cours. Ça veut dire que vous pourrez vous déplacer à l'intérieur. Si vous lisez un livre de recettes, par exemple, un livre de cuisine, vous pourrez, bien, si vous cherchez la recette de la tarte aux fraises, aller directement au dessert, et dans les desserts directement aux tartes, et des tartes directement à la tarte aux fraises, que vous pourrez y placer un signet, parce que vraiment elle est bonne, cette tarte, que vous pourrez le soir lire votre polar, et 3 ans plus tard, reprendre votre livre de tarte, votre livre de recettes, et retrouver votre recette de tarte aux fraises. Pour simplifier un petit peu. Alors, notre public, effectivement, vous l'avez compris, c'est des personnes qui ne peuvent pas lire autrement. Et ça a quelques conséquences. On n'a pas les mêmes attentes quand on lit du livre audio par choix, parallèlement à du livre papier, et quand on lit du livre audio parce qu'on n'a pas accès au papier. On n'a pas les mêmes attentes. Ce qu'attendent nos usagers, ce n'est pas une interprétation. Quand on parle d'adaptation, ici, c'est une adaptation au handicap et pas une adaptation comme on ferait une adaptation radiophonique, théâtrale. Ce qu'ils attendent, c'est l'accès au texte, avec le moins d'interprétation possible. Ce qu'ils attendent, c'est d'avoir accès au plus de livres possible. Si on parle d'une offre commerciale de 6000 livres audio, cela veut dire que la totalité des autres livres, pour ces personnes, n'existe pas ou leur est interdit, ce qui représente un taux très important. L'édition adaptée aujourd'hui représente environ 8% de la production totale. C'est-à-dire que si on prend tous les livres commercialement disponibles en papier, 8% ont fait à un moment donné l'objet d'une adaptation. Cela veut dire que pour les personnes en question, eh bien, les 92 autres pourcents leur sont interdits. Je vous laisse imaginer ce que ça veut dire au quotidien. Donc leurs attentes, c'est qu'on adapte beaucoup, potentiellement qu'on adapte tout, qu'on adapte vite, parce que vous souhaitez pouvoir lire la même chose que vos voisins, vos proches, votre famille, et vous souhaitez pouvoir lire l'ouvrage dont il a été question dans la dernière soirée télévisée. Vous souhaitez pouvoir lire tout type de documents, ce qui veut dire qu'effectivement, bien sûr, vous voulez des polars, bien sûr, vous voulez les best-sellers, mais vous voulez aussi des livres de cuisine, des essais politiques, des essais économiques. Vous voulez de la science-fiction, des documentaires jeunesse et de la littérature du terroir comme de la littérature érotique. Et puis, vous voulez des livres qui soient utilisables dans les conditions, avec les appareils que vous allez utiliser. Or, vous allez utiliser un écosystème un peu particulier. Est-ce que je peux vous proposer d'afficher l'image 1 ? Voilà. Ça, c'est un lecteur DAISY. C'est assez typiquement le type de matériel que va utiliser une personne âgée parmi nos usagers. C'est un matériel qui est très simple d'utilisation, qui va être utilisé plutôt pour lire du CD que du livre téléchargé, mais qui va quand même vous permettre d'accélérer ou décélérer la lecture, de modifier la hauteur de la voix, parce que si vous avez des problèmes d'ouïe, eh bien, peut-être les fréquences plus basses seront plus audibles pour vous, qui va vous permettre de vous déplacer dans le livre. Bref, qui va vous permettre d'en avoir une utilisation active. Et puis, effectivement, vous pouvez aussi avoir une utilisation plus connectée, plus complexe. Et là, vous allez utiliser des appareils spécialisés ou smartphones et tablettes. Laurette, c'est grand comment, un lecteur DAISY, Victor Stratus? Je dis comme ça, mais un peu plus petit. Ouais, un peu plus grand. Ouais, c'est ça. Alors là, on parle d'un Stratus, mais vous pouvez avoir des appareils de poche qui vont vraiment avoir la taille d'un smartphone et dans lequel vous allez utiliser une carte SD. Là, vous viserez plutôt un public jeune, actif, mobile. Donc nous avons aujourd'hui 30 000 livres audio de ce type.
Ce sont des collections qui grandissent très vite. En 2016, nous avons dépassé les plus 10 000 et ce sera le cas également en 2017. Ce sont des collections diverses et ce sont des collections en grande majorité dites en DAISY-voix humaine. Quand nous parlons de DAISY-voix humaine, ça peut vous sembler un peu barbare. Cela veut dire que c'est bien un donneur de voix, c'est-à-dire un bénévole qui a lu le livre. Ce que je vais vous proposer, c'est d'écouter par exemple l'Incipit de l'ordre du jour de Vuillard. C'est l'extrait 1 audio. Si ça lit. Une réunion secrète. Le soleil est un astre froid, son cœur des épines de glace, sa lumière sans pardon. En février, les arbres sont morts, la rivière pétrifiée, comme si la source ne vomissait plus d'eau et que la mer ne pouvait en avaler davantage. Le temps se fige. Le matin, pas un bruit, pas un chant d'oiseau, rien. Puis, une automobile, une autre, et soudain des pas, des silhouettes qu'on ne... Assez typiquement, vous avez donc une adaptation. Un enregistrement réalisé avec la voix d'un bénévole sélectionné, enregistré dans des conditions professionnelles, mais effectivement qui n'est pas du tout acteur, qui ne va pas être là pour jouer le texte, mais pour donner un accès au texte. On va avoir d'autres types encore de documents. Ça va représenter à peu près 10% de nos collections actuelles, mais 40% de notre production. Ce qu'on appelle du full DAISY voix de synthèse. Alors, on parle de full DAISY parce qu'il n'y a pas que de l'audio dedans. Il y a l'audio, mais il y a aussi le texte. Et l'audio et le texte sont synchronisés, ce qui permet d'écouter le texte tout en le lisant, avec un suivi mot par mot. Et en le lisant avec les doigts sur des picots, c'est ça? Alors, on peut effectivement le lire en braille. Je vais montrer un peu les usages. Mais on peut le lire en braille tout en l'écoutant. On peut s'arrêter au milieu d'une phrase et passer à un affichage en agrandissement parce qu'on vient de passer sur un nom propre qu'on veut pouvoir épeler. On peut pouvoir passer d'une lecture gros caractère ou braille à de l'audio et de l'audio au braille, au milieu d'une lecture, parce que, par exemple, on est dans des conditions dans lesquelles on ne peut plus lire le braille, ce qui demande un certain confort à un moment donné. Effectivement, là, ce sera ce qu'on appelle du braille éphémère, c'est-à-dire de la lecture sur une plage braille, un petit matériel qui contient des matrices de points capables de rentrer et de sortir, et donc d'afficher une phrase en braille. Je vais vous proposer de vous passer la vidéo très rapidement. Pour vous montrer juste un petit peu ce que ça peut donner. Enregistré sur un smartphone. Une réunion secrète. Le soleil est un astre froid. Son cœur, des épines de glace. Sa lumière, sans pardon. En février, les arbres sont morts, la rivière pétrifiée, comme si la source ne vomissait plus d'eau et que la mer ne pouvait en avaler davantage. Le temps se fige. Je vous remercie. Le matin. Voilà. Là, on a donc une voix de synthèse, Manon d'Acapella, qui est une voix de synthèse qui a été faite en partenariat avec nous. On a mené le travail de bêta-test avec le producteur Acapella, et c'est une voix de synthèse qui a été conçue pour du texte long. Vous avez des voix de synthèse qui sont très expressives, très rythmées, qui deviennent absolument insupportables au bout de 10 minutes. C'est une voix de synthèse que vous pourrez supporter sur une lecture de 20 heures, 30 heures. Elle a été conçue pour ça. Et donc, qui est conçue pour se faire oublier, tout simplement. Le fait d'avoir le texte comme ça permet effectivement de passer d'un mode de lecture à un autre. Ça permet aussi d'utiliser les deux à la fois. Si vous êtes dyslexique et que votre difficulté, c'est de lier le phonème, c'est-à-dire la façon dont un mot se prononce, et le graphème, la façon dont il s'écrit, là, vous aviez un outil pédagogique qui est extrêmement efficace. De la même façon, vous pouvez aussi souhaiter travailler sur ce texte. Peut-être que vous avez besoin de pouvoir surligner un passage, le conserver, le copier-coller, copier-coller une phrase pour faire une citation. Vous allez peut-être avoir besoin de faire une recherche plein texte.
Et pour tout ça, le texte vous sera utile, même si dans votre consultation, en fait, vous allez passer par l'audio. Et tous ces ouvrages, comment est-ce qu'on les diffuse? Alors c'est amusant parce que notre public, qui est majoritairement plutôt plus âgé que le public des offres commerciales, l'âge médian est supérieur à 70 ans chez nous, est aussi plus téléchargeur. Le CD représente chez nous 44-45% des pratiques de prêt livre audio. Ces CD, ils sont envoyés par la poste, gravés à la demande, et chaque personne peut demander jusqu'à 10 livres sur CD tous les 15 jours. Elle les demande par mail, elle les demande par téléphone, et elle les reçoit dans la semaine qui suit. Et elle ne nous les renvoie pas, elle les jette après usage. De la même façon, le téléchargement va constituer environ le reste, donc 55-56% des usages. Est-ce que vous pouvez afficher l'image 2? Je vous présente EOL. EOL, c'est la plateforme numérique de téléchargement de l'association Valentin Oui, qui a été complètement construite autour de la notion d'accessibilité, de façon à être non seulement accessible, complètement conforme au RGA, etc., mais surtout utilisable par des débutants dans ces technologies-là. Autrement dit, quelqu'un qui va commencer à apprendre à utiliser son ordinateur en situation d'accessibilité, avec des outils de type lecteur d'écran, synthèse vocale, va souvent commencer par ce type de site-là, parce qu'il est extrêmement balisé, extrêmement simple d'utilisation. Une autre façon pour nous de diffuser les livres, c'est un réseau sur le territoire de bibliothèques partenaires relais. Nous travaillons actuellement avec plus de 90 bibliothèques sur le territoire. C'est un réseau qui a commencé à se développer à partir de 2013. Par exemple, sur la Nouvelle-Aquitaine, on travaille avec l'Alpha d'Angoulême, avec Michel Crépeau à La Rochelle, avec Mériadec à Bordeaux, la bibliothèque municipale de Biarritz, de Poitiers, mais également la bibliothèque départementale de Corrèze et la BU de Poitiers. Si vous voulez, nous proposons des partenariats aux bibliothèques qui le souhaitent, peut-être? D'accord. Je vous parlerai de ça plus tard, peut-être. On va faire le lien avec... Non, bon, d'accord. Oui, d'ailleurs, nous sommes membres de EOL. Et voilà. Donc je me présente, Sébastien Lagarde. En fait, je suis directeur de la médiathèque du Rundet, La Champs-sur-Marne. En fait, ça fait partie d'une agglomération qui s'appelle l'agglomération Paris-Vallée de la Marne. C'est dans l'Est parisien. C'est chez Mickey, en gros, ou pas loin. Comme ça, tout le monde connaît. Plus simplement, on dispose en fait de la moitié de l'offre éditoriale, puisqu'on a un fonds de 3000 textes lus. Donc, sachant qu'il y en a 6000, on a la moitié en gros. Qui fonctionne très bien. Voilà. Alors après, est-ce que ça concerne le public empêché? Oui, c'est vrai qu'on le met à destination du public empêché, mais pas que. Ensuite, il y a une chose qui m'a frappé, par exemple, dans cette journée, c'est la place de l'interprète, qui semble importante d'un point de vue commercial. Dans les usages en bibliothèque, ça ne ressort pas. L'interprète, on s'en fout, en gros. Enfin, pour les usagers, ils ne font pas de recherche par interprète. Voilà. Ils recherchent le document, le titre, le sujet qui l'intéresse, point. Ensuite, une chose qui... je parle à brûle pour point, mais la médiathèque, c'est déjà on l'envisage en fait sous la forme du récit. C'est-à-dire qu'au sein de la médiathèque se trouve tout type de récit. C'est-à-dire que c'est exposé sous forme de livres, sous forme de l'imprimé, du numérique, des espaces. Tout doit raconter une histoire dans la médiathèque. C'est l'objet, en fait. C'est pour ça que l'oralité, en gros, qui reprend place au sein de notre société, je trouve, est importante, notamment vis-à-vis du livre audio. Il ne faut pas oublier déjà que la littérature, écriture et oralité étaient quand même extrêmement liées à un certain temps. Vous avez l'Odyssée d'Homère, la chanson de Roland, les troubadours, le gueuloir de Flaubert, et même si je reprends des périodes plus récemment, vous avez David Peace par exemple qui réside au Japon. À chaque fois qu'il écrit, il hurle la moitié et résultat, il a dû déménager 3 fois. Et c'est véridique d'ailleurs en plus.
Et justement, en parlant d'oralité, est-ce que vous, dans vos médiathèques, vous mettez en place des animations dans ce sens-là? Et est-ce que vous valorisez le livre audio à cette occasion? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de parler du livre audio en médiathèque, mais le support audio est présent depuis au moins plus de 40 ans dans les médiathèques, quoi. Avant, il y avait des cassettes. En mon jeune temps, il y avait les histoires racontées. Je ne sais pas si tout le monde se souvient des 45 tours avec Walt Disney et puis Star Wars et Dominique Paturel. Enfin bref, on ne se posait pas la question du livre audio, quoi. Voilà, c'était des supports qui avaient leur place au sein de la médiathèque. Mais plutôt pour les enfants et classés à côté des livres en gros caractères, donc vraiment pour un public orienté. À l'époque, ils étaient en section jeunesse, c'était en des temps immémoriaux que la décence m'oblige à ne pas révéler. Mais non, c'était placé à côté des. Enfin, c'était en fait placé du côté des contes, si je me souviens bien, au sein de la bibliothèque où je résidais. Et voilà. Et donc le texte lu, par exemple, le support audio en bibliothèque, il est présent depuis X années, quoi. Voilà. Alors, parler ensuite de la prescription du public empêché pour les médiathèques, je trouve ça un peu désobligeant pour ma belle-mère, par exemple, qui prenait des livres cassettes en 1980 quand elle repassait parce qu'elle écoutait. Voilà, c'était ça pour elle. Et elle le fait encore maintenant, si vous voulez. Mais il n'y a pas qu'une forme, si vous voulez. En fait, la médiathèque, c'est le lieu de diverses pratiques et autour du récit. Et c'est en fait l'objet des bibliothèques telles qu'elles sont, c'est qu'en fait, on articule, si vous voulez, les différentes pratiques en fonction du récit. Et c'est là où le livre audio a une vraie place, même si personnellement, je pense que la terminologie livre audio ne parle pas pour les usagers. Un usager, quand vous lui dites livre audio, il pense à un livre. Il ne pense pas à un texte lu. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'en bibliothèque, vous avez tout un panel qui est évoqué de livres lus, de textes lus, de livres sonores. En fait, on ne sait pas comment l'appeler. Du coup, on l'appelle fiction, comme ça résume. Voilà. Je vais laisser la place à ma collègue, sans ça, je vais parler pendant 5 ans, et puis on va... Je vais faire le lien. Donc à la BM de Lille, on a depuis très longtemps, donc depuis 1998, un service vraiment spécialisé dans le handicap visuel qui fonctionne sur rendez-vous avec un parc important d'équipements matériels pour rendre accessibles les documents, une imprimante braille, des logiciels de synthèse vocale pour lire la presse aussi notamment. Voilà, donc ça fait longtemps qu'on travaille sur le handicap visuel. On est conventionné avec l'association Valentin à Huy et on a des collections de livres audio. Mais quand on m'a sollicité pour cette journée, du coup, j'y ai réfléchi et on n'a jamais associé nos collections de livres audio à nos services en direction du public handicapé, en fait. Alors, il se trouve que moi, du coup, avec ma casquette au sein de l'ABM de Lille, je suis à la fois responsable de la médiathèque centrale dans laquelle on a un fonds d'à peu près 3000 livres audio. Je suis aussi responsable de tout ce qui est action en direction des publics empêchés, mais c'est pas pour ça que j'ai des livres audio dans ma médiathèque. Concrètement, là, pour avoir des considérations bibliothéconomiques très pratiques, nos livres audio romans sont cotés comme nos romans. Ils sont situés à côté des romans. Nos livres audio documentaires, ils sont dans les collections documentaires, cotés comme des livres documentaires. Et après, on a un rayon de documents accessibles qui sont là en direction des publics empêchés de lire. Et on n'a pas mis les livres audio dans ce rayon-là, en fait. Alors, il peut arriver qu'une personne en situation de handicap nous demande un accompagnement pour aller chercher un livre audio. Mais ce n'est pas, a priori, ce rayon-là n'est pas pour eux, entre guillemets. Ou en tout cas, pas spécifiquement pour eux. Et après, par contre, on estime que s'il provoque du coup une forme de mixité des publics autour d'un support, c'est super, c'est plutôt bien, parce qu'effectivement, pour une fois, une personne en situation de handicap peut avoir la même pratique qu'un usager lambda, mais on ne l'a pas du tout conçu dans ce sens-là. Et vous parlez justement de la mixité des publics dans vos 2 médiathèques. Et quels sont vos publics cibles? Donc on a parlé de la jeunesse tout à l'heure, des personnes qui ont un handicap visuel. Quels sont les publics? Est-ce que vous arrivez à définir, on a vu tout à l'heure le portrait de l'audiolecteur?
Non, on n'a pas le portrait en fait de l'audiolecteur, on ne l'a pas dans les bibliothèques qui empruntent. Ce n'est pas notre, de visu au sein de ma médiathèque, ce n'est pas ce qu'on recoupe. On recoupe pas ça. Ce sont plutôt des personnes d'un certain âge ou qui en fait ont toujours cette habitude autour de l'oralité et ils en retrouvent une nécessité presque. C'est-à-dire dans les transports en commun, ça c'est très présent, encore plus maintenant. Mais pareil, pour eux, c'est par exemple, on parlait ce matin, il y a eu France Culture qui était abordée, il y a eu les émissions radiophoniques, les podcasts. Pour eux, il n'y a pas de frontière entre tout cela, quoi. Le livre audio, il y a un support audio, c'est de l'audio pour eux. La définition plus spécifique, ils ne la voient pas. Je pense pas. Mais après, on peut le retravailler au sein de notre médiathèque, par exemple, pour rebondir sur ce que vous disiez, comment on retravaille cette oralité et comment elle reprend place. C'est aussi par le biais d'actions autour de l'éducation artistique et culturelle, ce qui est proposé, avec des enregistrements qui sont faits en section jeunesse, par exemple à Lyon, je pense. Il y a aussi une mise en avant qui est faite dans des siestes littéraires, où on retrouve en fait un accompagnement autour de l'audio et de la relaxation qui fonctionne bien. Vous avez tout un tas de... Et ensuite, on essaye, pareil, parce qu'il y a aussi d'autres finalités en médiathèque, c'est-à-dire que toute cette question des supports, donc tout le travail qui est fait autour de Valentin VIII, du format DESI, des lecteurs Victor, on essaye de les mettre en lien avec l'audio dans sa globalité. On ne fait pas de distinction de tel ou tel public. Ce que l'on cherche, en fait, c'est à faire une communauté qui se construit autour du récit, une communauté de lecteurs. Voilà, des personnes qui ont cette appétence-là. Mais alors, selon vous, et peut-être que le public aussi a son avis, mais qu'est-ce qui explique qu'en bibliothèque, vous ne retrouvez pas ce portrait de l'audiolecteur qui a été fait tout à l'heure, puisque c'est fait selon quand même des personnes interrogées. Donc, qu'est-ce qui fait, selon vous, que dans vos bibliothèques, on ne retrouve pas ce public? Et vous n'êtes pas un cas à part. Non, mais c'est simple. Après, déjà, les bibliothèques en France, il faut savoir que 55% des collectivités n'ont pas de bibliothèque, c'est-à-dire 17 millions de Français. Donc, ça élimine une bonne partie. Et puis ensuite, il faut savoir qu'on touche 18% de la population. Donc, de fait, ça occulte ça fait déjà un bon... Et en fait, c'est simple, c'est que je pense que la visée... comment vous expliquer ça? La finalité qui est projetée de l'utilisation bibliothèque n'est pas la même que de celle d'acquérir en fait un livre audio. Et je pense que dans les sondages, dans les sondés, ils le ressentent. Voilà. C'est plus de l'achat que... D'autant plus qu'on voit depuis ce matin que la notion de cadeau est présente. Là, nous, on ne va pas pouvoir remplir ce panel-là du tout. Et selon vous, vous avez pas faire d'un cadeau. Vous avez la bonne Est-ce qu'en bibliothèque, on a la bonne valorisation du livre audio? Parce qu'on parle en effet de l'image du livre audio qui est... Je ne suis pas sûre qu'on ait une bonne valorisation du livre audio, mais comme de plein de choses, à vrai dire. Il n'y a pas que du livre audio autour du livre audio qu'on ne sait pas forcément bien valoriser. Bien valorisé. Le nombre d'habitants d'une ville qui ne savent pas forcément tout ce que peut proposer comme service leur médiathèque, il est énorme. Et alors le livre audio, ça en fait partie, mais comme plein de choses. Après... Sur le livre audio, comme sur plein d'autres supports, on a des collègues bibliothécaires qui vont plus facilement aller vers des choses sur lesquelles eux se sentent plus de facilité, où il n'y a pas de questions techniques, parce qu'alors on a parlé des questions matérielles, mais si c'est difficile pour un usager de savoir s'il va pouvoir écouter un MP3 ou pas, ça l'est aussi pour plein de collègues de savoir conseiller quelqu'un et lui dire s'il va pouvoir l'écouter ou pas sur un appareil et sur lequel. En fait, c'est pas évident du tout non plus au niveau juste des collègues bibliothécaires qui vont devoir conseiller. Et c'est ce que je voulais ajouter sur les lecteurs DESI. Nous, on prête les lecteurs DESI aussi. On ne prête pas. On a une partie du parc, on en a une petite vingtaine maintenant. Donc on a une partie du parc qu'on a réservée au public en situation de handicap, mais une partie aussi du parc de lecteurs qu'on prête maintenant. On peut le prêter avec un CD, parce que ça lit les CD audio classiques aussi. C'est facile d'usage et il n'y a plus toutes ces barrières techniques. Et ça a vraiment très clairement amélioré les prêts de CD audio. De texte lu. Ce qui a changé aussi avec c'est que la médiathèque devient aussi un intermédiaire et il fait une première proposition d'un équipement matériel
ou d'une offre de service. Et on se rend compte qu'après plusieurs mois, souvent, les gens vont arriver à aller s'inscrire individuellement à l'association Valentin Huy et acquérir leur propre matériel. Et donc, et peu en connaissent l'existence. C'est-à-dire que là, les personnes en situation de handicap sont peut-être plus sensibilisées, mais par exemple, une personne âgée qui va très bien savoir se servir d'un lecteur DESI et pour laquelle c'est vraiment très bien adapté, elles ne connaissent pas forcément. Et tout d'un coup, la médiathèque peut promouvoir ce type d'appareil-là qui va simplifier toutes sortes d'usages. Et ça, c'est important, autant que de proposer les collections, je pense. Combien ça coûte un lecteur Victor ? Vous avez le modèle de base qui coûte plus. Alors, c'est un investissement pour une famille, ici, à titre personnel. Mais 450, 400. Il y en a un à 390, je crois même. 300 €. Si vous avez, moi, à titre individuel, dans notre famille, on s'est cotisé, on en a acheté un à l'arrière-grand-mère, et c'est plus si cher qu'il y a 5 ans, par exemple. Depuis 5 ans, ça a déjà... Et je tiens aussi à préciser que sur les aides CNL à destination des bibliothèques qui sont fléchées publiques empêchées, vous pouvez vous faire financer de l'achat de matériel aussi, et les lecteurs DESI peuvent entrer dans ces demandes-là. Et du livre audio. Et pas que du grand caractère, c'est important. Et de la médiation. J'ai une question sur les 3000 livres audio que vous avez. Combien sont du grand public et combien sont DESI à destination des publics empêchés ? Ah non, moi, les 3000, c'est du commercial. Je ne vous parle pas là des DESI. Vous ne parlez pas du DESI, 3000 commercial. Parce qu'après, sur le DESI, on va avoir plein de types de pratiques différentes. On a beaucoup, c'est des pratiques individuelles, donc on enregistre sur la clé des usagers, ou alors ils demandent le CD gravé. Là, on a un rayonnage en accès direct pour les CD DESI qui va être mis en place début 2018, et on sera sur une centaine de titres en DESI. Mais après, les 3000, c'est du DVD, du CD texte lu commercial. En fait, tous nos partenaires ont l'accès aux 30 000 de façon intégrale, aux 30 000 ouvrages. Voilà, gratuitement. Et justement, on parlait de la bibliothèque, de la bibliothèque numérique, EOL. Est-ce que donc vous y avez accès ? Est-ce que vous envisagez aussi le format numérique pour vos livres audio grand public commerciaux ? En fait, l'accès à EOL se fait pour les bibliothécaires, pour les personnes qui ont donc l'exception handicap. Tous les 10, par exemple, maintenant, peuvent aussi, ce qu'ils ne savent pas forcément. Après, ça commence à se savoir, mais c'est quelque chose aussi. En fait, l'inscription sur EOL peut se faire par les usagers ou par les bibliothécaires. Non, je parlais des livres audio. Des livres audio qu'on a, de l'offre des livres audio grand public. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir aussi cette offre en numérique ? On en parlait ce matin de BiblioStream. Oui. Est-ce que c'est... En fait, pour EOL, c'est un usage spécifique parce que dès qu'il y a une médiation, ou le portail qui est mis en place, l'usager, en fait, il devient autonome vis-à-vis de... Et il fait quasiment ses commandes en direct, des fois de texte, de ce qu'il veut, en fait. C'est lui qui va le faire et ça nous échappe. On n'aura plus de notion de prescription ou de médiation. Voilà. Donc on peut le proposer, on peut le faire comme on le fait pour d'autres, pour n'importe quel type de public, mais ce n'est pas l'usage premier qu'on en fait. De ce point de vue-là, la nouvelle version qui a été mise en ligne lundi peut vous permettre de changer un peu les choses, puisque votre compte vous donne accès à une interface spécialisée sur laquelle vous pouvez créer vous-même des comptes utilisateurs, les gérer, faire des prêts et faire envoyer des CD de façon autonome au domicile de la personne. Voilà. Il faut que je suive la formation alors. Prochaine newsletter des partenaires. J'ai encore une question pour Hélène Brochard par rapport au public des prisons. Oui, j'en ai pas parlé encore. Est-ce qu'ils écoutent des livres audio et quel genre ? Oui, alors, je vais essayer d'être rapide sur la question hôpitaux-prisons. Les hôpitaux, c'est important parce que pendant très longtemps et depuis de nombreuses années, les bibliothécaires d'hôpitaux, soit professionnels, soit via l'association des bibliothécaires d'hôpitaux, ont toujours été des usagers réguliers du livre audio. C'est-à-dire que le livre audio à l'hôpital, il a toujours été légitime. Ça se faisait via les cassettes, ça se fait via les CD maintenant. En prison, je vais... pas vous faire un détail de tout le système judiciaire français, le système pénitentiaire, mais on a, que ce soit à l'hôpital ou à la prison, une contrainte d'espace
et de matériel qui se posent davantage qu'à l'extérieur. Alors, à l'hôpital, ça se pose parce que quand on apporte son propre matériel à l'hôpital, c'est compliqué de le garder en chambre. Enfin, c'est compliqué de garder un matériel un peu précieux, entre guillemets, dans une chambre d'hôpital de laquelle on va aller faire des soins, on va être absent. Il y a des risques de vol quand même un peu compliqués, ce qui fait qu'on a une vraie question d'équipement matériel problématique. Dans les gros hôpitaux, donc nous on est en partenariat avec le CHR de Lille, se développe quand même le principe de bras numériques sur les lits des patients. Donc c'est des tablettes qui sont sur un bras articulé sur lesquelles les soignants ont accès au dossier, mais c'est aussi la tablette via laquelle les patients vont avoir accès à la télé, à la radio et éventuellement des contenus. Donc là on est en train de réfléchir au niveau du CHR, est-ce qu'on peut proposer comme contenu sur cette tablette, et se profile quand même fort la question du texte lu, qui paraîtrait judicieuse. En prison, vous avez il y a 3 types de détention: maison d'arrêt, centre de détention, maison centrale. Je suis obligée de vous réexpliquer ça parce que c'est important. En maison d'arrêt, c'est les courtes peines, les attentes de jugement, c'est les prisons dont on entend parler sur la question de la surpopulation, plusieurs détenus par cellule, peu de matériel personnel pour les détenus qui sont incarcérés et peu de pratiques individuelles possibles. On a une prédominance accrue de la télé, ce qui se passe aussi à l'hôpital, mais la présence de DVD ou de CD texte lu dans les bibliothèques des maisons d'arrêt est presque pas judicieuse en fait. Je pense qu'on a tellement peu de moyens dans les bibliothèques des centres pénitentiaires qu'il vaut mieux mettre les moyens sur autre chose en maison d'arrêt. Par contre, en centre de détention, on va être la plupart du temps sur des personnes qui peuvent avoir leur propre cellule et qui vont l'aménager comme un deuxième foyer avec leur propre matériel et moins de contraintes de risque de perte ou de cohabitation. Donc en centre de détention et alors en maison centrale sur les longues peines, là c'est très judicieux d'en mettre, d'une part parce qu'ils sont équipés et d'autre part parce qu'on a un taux d'illettrisme dans les prisons françaises qui est quasiment 3 à 4 fois plus élevé que le taux que la moyenne nationale. Donc pour rappel, la moyenne nationale c'est 7% de la population en situation d'illettrisme. En prison, on peut aller jusqu'à 35% dans certains établissements de population incarcérée en situation d'illettrisme. Et le CD livre lu est quand même un vecteur, ça on l'a vu aussi, pour des personnes qui ont des parcours scolaires ou d'apprentissage de la lecture chaotiques et compliqués, un vecteur de réaccroche à la lecture et à la pratique qui est quand même un bon média. Et vous avez une demande de ce côté-là des centres pénitentiaires? Non, on n'a pas de demande. Vous n'avez pas. Vous pourriez avoir des. Vous pourriez avoir non. des. Non. C'est à nous de le proposer. C'est vous qui le proposez, mais vous n'avez pas de demande. Non, c'est pas caricatural, mais on est quand même face à une population qui ne connaît pas un bon nombre un énorme panel de l'offre culturelle existante. Ils sont quand même dans des parcours où, pour certains, incarcérés aussi depuis très longtemps, ils sont complètement... Alors, c'est là-dessus aussi que ce matin, l'importance du CD, alors on ne peut pas raisonner que pour les personnes qui sont incarcérées, mais le jour où il n'y aura plus de CD, en prison, ils ne pourront plus écouter de livres lus, parce qu'on ne pourra jamais faire entrer une carte SD en prison. Et légalement... Avec les autorisations, je ne pourrais pas. Mais voilà, on a quand même... elle est minoritaire, mais c'est important aussi. Le droit culturel, c'est une notion importante. Sur les CD textes lus, oui. Et après, à tel point que moi, je fais du prêt indirect sur les collections de la bibliothèque. Donc, je repioche dans nos collections pour aller les prêter là-bas et les récupérer. Si, j'ai le droit. C'est dans notre convention. Si. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui, parce qu'on a eu votre perception du classement en bibliothèque des textes lus avec leur genre.
Mais en préparant cette journée, et ça fait un certain nombre de mois qu'on la prépare, je dirais même 18, quelque chose comme ça, j'ai entendu beaucoup de bibliothèques et quasiment chaque bibliothèque a sa façon de faire pour classer les textes lus. Ça va être derrière les DESI dans le ghetto handicapé, ça va être disséminé dans les collections, ça va être dans un coin, ça va être tiens, et si on sortait du ghetto et si on le mettait au milieu de la bibliothèque, miracle, les textes lus sortent alors qu'avant ils ne sortaient pas. Enfin, voilà, donc je sais qu'il y a des bibliothécaires dans la salle et j'aimerais les entendre par rapport à leur choix. Comment on les classe et donc comment on les valorise, et donc comment ils sortent, comment on valorise ce support dans vos établissements. Bonjour, Natacha Trotsky, bibliothèque départementale. Donc moi, il n'y a pas la première, la mise en valeur première, elle est pas là elle est plutôt pour les bibliothécaires de notre département, mais moi, alors nous, on classe, c'est classé avec les documents sonores, les CD musicaux et tout, mais nous, on a le portail sur lequel on travaille sur la mise en avant, et notamment lors des prix littéraires aussi. Notamment, je crois que, Audiolib, il y a un prix, il y a le prix France Culture, enfin voilà, il y a plein de choses. Et je pense que petit à petit, c'est mélanger les supports. Enfin, en tout cas, nous, on mélange beaucoup les livres avec, on fait des petits packs un petit peu pour essayer justement de faire connaître les différents supports qui existent dans nos bibliothèques. Et vous donnez des clés justement aux bibliothèques municipales à qui vous prêtez des livres audio pour les mettre en avant. Petit à petit, ouais, moi ça fait pas longtemps que j'ai repris le fond, mais oui, en tout cas, je sais que. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que j'ai le retour des bibliothécaires qui, elles, moi, j'étais pas d'accord avec monsieur quand vous disiez que, en fait, nous, au niveau de l'âge du public, j'ai de plus en plus de gens qui sont dans l'âge plutôt de la vie active et qui, de retour de gens qui écoutent beaucoup. C'est pas forcément que des personnes âgées et c'est pas la majorité. De plus en plus, c'est en train de bouger en fait. Je vous remercie de ne pas être d'accord, comme ça me fait l'occasion de préciser, peut-être j'ai mal compris. Après, chaque médiathèque est particulière. Alors après, penser à une valorisation générique, une valorisation unique ou à une terminologie unique du livre lu, ça me paraît un peu compliqué parce que tous les publics, toutes les médiathèques ont leur public. On peut pas, toutes les médiathèques sont différentes, tout le monde circule différemment dans une médiathèque. Il n'y a pas de... on peut les mettre dans un coin, on peut les mettre. La seule chose qui fonctionne, c'est exactement pareil que dans tout supermarché. Si vous les mettez devant, en premier plan, là, c'est à la razzia, tout le monde saute dessus. Mais d'un autre côté aussi, il faut rappeler que le texte lu en bibliothèque, c'est quand même un taux de rotation, c'est-à-dire le nombre de fois que le document sort, assez élevé, quoi. Quasiment. Pour nous, c'est presque, c'est de l'ordre entre 3 et 4, quoi. C'est-à-dire, pour un document acheté, il sort 3 fois. Ce qui est quand même colossal quand vous savez que, par exemple, si vous achetez un livre d'histoire, c'est pas la même chose. Ça doit être de 0,2 ou 0,3. Oui, mais tout ça pour un public restreint, par contre. Exactement, mais après, vous avez des fonds en médiathèque qui tournent sur leur public restreint et qui ne sont pas spécifiques au texte lu. Je pense notamment aux lecteurs de bande dessinée qui viennent avec leur chariot pour prendre toutes leurs bandées et toutes leurs séries, l'intégrale qu'il leur faut absolument, la SF, la musique, voilà. Après, ce que vous dites pour les jeunes, les personnes dans leur mobilité, les actifs, on les voit aussi. Mais après, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une chose qui est importante, qui est peut-être pas aussi assez développée, je pense, par l'ensemble de la chaîne du livre. C'est toutes les actions en fait qu'il y a faites au sein des médiathèques pour faire pleinement valoir le texte lu en tant que tel, quoi. Le livre lu, le livre audio, bref, qui prennent une vraie place. Et notamment, je pense, tout à l'heure, vous avez parlé par exemple de Gaël Faye, que je connais bien, qui est un très bon un interprète sublime. Je pense que vous le mettez dans une scène, il vous fera un show extraordinaire. Il est venu au Rocher d'ailleurs. Voilà, il est venu au Rocher. Tant mieux, vous avez bien de la chance d'en profiter. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant aussi, vous avez des auteurs qui ont conscience de ça, qui ont conscience de cette lecture, qui veulent la faire partager, qui veulent faire voir leur œuvre d'une autre façon
qu'il y a l'œuvre écrite, qu'il y a la transposition orale et qui sont prêts à l'assumer, enfin, à la faire valoir d'une autre façon, et quitte à ce que d'autres aussi s'en emparent. Vous pouvez, enfin, je sais, on a 20 000 lieues sous les mers, par exemple, en texte lu, on l'a par 4 personnes différentes, 4 interprètes différents, c'est 4 versions complètement différentes, et enfin voilà. Enfin, et en plus, c'est Georges Perec qui disait, si je me souviens bien, que pour avoir lu un livre, il faut l'avoir lu 47 fois. Donc vous imaginez un peu, si on cumule le livre plus le texte lu, alors là, on arrive à... Enfin, bref. Et ensuite, je rappelle aussi qu'il y a une chose qui est quand même assez importante en France, c'est que vous avez la nuit de la lecture qui se déroule le 20 janvier, si je ne me trompe pas. Le texte lu, où il se situe dans la nuit de la lecture. Il a toute sa place. Exactement, mais j'espère qu'il y aura beaucoup d'actions autour du livre audio dans tous les types, pas uniquement dans les bibliothèques, mais dans les maisons, dans les salons, enfin bref, autour de ce que c'est que le livre audio, parce que c'est la nuit de la lecture. Moi, je suis directrice de la médiathèque de Senon, donc je suis juste à côté. On parlait du livre audio, donc justement la place physique du livre audio a très récemment changé chez nous. En fait, maintenant, les 2 meubles à livre audio sont en tête de gondole des romans. Et ça sort beaucoup mieux. Bon, on a aussi la population sur la commune qui change aussi, puisqu'on a de plus en plus de jeunes couples qui, pour le coup, prennent aussi des livres audio, alors que ce n'était pas le cas avant. Ça commence à se développer progressivement, mais on a un gros problème de médiation. Et alors, j'ai une question très juridique. Est-ce qu'on a le droit de diffuser un livre audio en bibliothèque? C'est-à-dire, on prend un lecteur, on le met et on le diffuse. Est-ce qu'on a le droit de le faire? Ça dépend de quel droit d'auteur. Une diffusion collective? Oui, c'est ça. Voilà, c'est la question en fait. Il y a des personnes qui... Alors soit entier, soit avec des extraits en fait, hein, mais c'est une question. Je vais répondre théoriquement non. Théoriquement non. Théoriquement vous devez pour une diffusion publique, c'est comme pour les phonogrammes, c'est comme pour de la musique, vous devez demander l'autorisation à l'éditeur et au producteur. Voilà. Donc ça c'est clair. Maintenant, effectivement, pour tous les lieux collectifs, si vous voulez diffuser de la musique, vous devez payer une licence en fonction de la taille. Enfin, si c'est des lieux culturels, ça coûte pas très cher, etc. Mais il se trouve que pour le livre audio, comme les droits des auteurs ne sont pas gérés par la SACEM, mais sont gérés par les éditeurs, du coup, la SPRE, qui s'occupe de la diffusion en lieu public, ne s'occupe pas des droits ou de la perception de droits pour le livre audio. Donc voilà, on est dans une espèce, enfin on va y travailler, ça fait partie des problématiques sur lesquelles on va s'attaquer en commission, mais on est dans une espèce de vide. Donc théoriquement, effectivement, la distribution collective devrait donner lieu à rémunération ou à dédommagement, machin, etc. Bon, ça ne se fait pas, on ne peut pas s'organiser pour le collecter, on peut pas. Donc en gros, s'il s'agit par exemple pour une nuit de la lecture ou pour truc de diffuser l'intégralité d'une œuvre ou de diffuser tout, il faut quand même demander son avis à l'éditeur en disant voilà, est-ce qu'on peut le faire voilà. En général, on dit oui, on ne va pas vous dire vous nous envoyez un chèque de 80 €. Mais voilà, mais en principe, théoriquement, l'auteur, les interprètes, etc. devraient avoir un dédommagement. Bon, en général, vous nous demandez l'autorisation, on vous la donne. Maintenant, des extraits, nous, dans nos contrats auteurs, parce que tout ça, c'est lié aux droits d'auteur, etc. Dans nos contrats d'auteur, on a toujours la faculté de diffuser des extraits et donc d'autoriser des extraits en considérant qu'il s'agit de la promotion de l'ouvrage. Donc à partir du moment où c'est de la promotion de l'ouvrage, je veux dire, voilà, passer 10 minutes ou un quart d'heure d'un livre audio, évidemment, on va donner l'autorisation. En même temps, la question, je comprends, c'est normal de se la poser, on se l'est posé aussi, mais très vite, on s'aperçoit que ça va être compliqué de diffuser un livre lu entier. Bah oui, c'est long, ça va pas s'y prêter. Enfin, pour moi, c'est pas une pratique collective pour le coup. Ah oui, oui. Mais vous allez être souvent dans l'extrait quand même. Parce que les 19h, tu les auras pas avec ton public spécifique. Oui, mais on sera toujours dans l'extrait finalement. Enfin, moi, j'ai essayé, je me dis... ou alors c'est toute la nuit, c'est un marathon lecture. C'est bien.